à tous. Merci de votre présence. Alors, ce soir, nous allons parler du zinc. Faut-il encore en parler? Faut-il encore le présenter? Depuis quelques mois, ce minéral qui s'était fait oublier par de nombreuses personnes refait surface. On lui confère autant de qualités que de défauts, mais que disent les recherches et surtout, quels constats pouvons-nous tirer de son utilisation? Le zinc est un oligoélément présent à l'état de trace dans l'organisme. Il joue pourtant un rôle essentiel dans le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Amine, bonjour. Peux-tu nous dire ce qu'est le zinc et son rôle? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, le zinc, c'est vrai que le zinc, il y a maintenant beaucoup de débats autour du zinc, il y a beaucoup de polémiques et surtout il y a beaucoup de publications et de recherches par rapport au zinc. Donc, le zinc est comme tu l'as déjà signalé Cédric, c'est un oligoélément. Il est présent sous forme de traces dans l'organisme. En général, on compte 1,5 g jusqu'à 2 grammes dans l'organisme en général d'un adulte de 70 à 80 kilos. Donc, malgré qu'il est sous forme de traces dans l'organisme, il est extrêmement important. Il participe dans des processus métaboliques extrêmement importants, surtout, comme on va le voir, notamment dans la croissance cellulaire, notamment qu'on retrouve. Donc, on retrouve le zinc dans toutes les cellules. Il n'y a pas une seule cellule qui ne contient pas du zinc. On le retrouve aussi dans l'antioxydation, comme pas antioxydant en lui-même, mais il fait partie intégrante d'une enzyme qui est une métalloprotéine qu'on appelle la superoxyde dismutase, qui est une enzyme antioxydante avec la GPX ou la glutathione peroxydase et la catalase. On le retrouve aussi dans le système nerveux, donc dans les neurones. C'est pour ça qu'on observe, quand on a une carence avérée en zinc, on observe des troubles d'ordre psychique, notamment des troubles de l'humeur, de la dépression, de l'apathie, etc., des troubles d'odorat, du goût, etc. On le retrouve aussi dans la fonction de la reproduction, notamment la fertilité. Donc, tout ce qui est lié, tout le métabolisme du zinc qui a été très étudié et qui est lié à la prostate. Et donc là, on pourrait peut-être faire une analogie par rapport au cancer de la prostate et le zinc. Et puis, on le retrouve aussi dans d'autres fonctions plus ou moins accessoires, comme par exemple les fanères aussi, la qualité des angles, de la peau, des cheveux, etc. Aussi la synthèse et la conversion des hormones thyroïdiennes au niveau du foie. L'essentiel, on peut dire que aujourd'hui, jusqu'à maintenant, avant, il y avait maintenant 15-20 ans, on disait que le zinc faisait ou participait à l'activité de plus de 200 enzymes. Aujourd'hui, c'est plus de 300 enzymes. Donc, on apprend tous les jours, donc, que ce soit par rapport au zinc ou par rapport aux autres micronutriments, on apprend tous les jours. Il y a tous les jours des nouvelles recherches dans ce sens-là. Et donc, par rapport, pour faire une petite parenthèse aussi, par rapport donc la chose la plus importante qui est l'immunité. Donc le zinc est extrêmement important, notamment dans cette pandémie de Covid-19. Donc, dernièrement, j'avais publié avec des collègues de la SOFNA et d'autres aussi, des collègues internationaux, un article sur les micronutriments, les molécules, les médicaments, etc., qu'on pourrait utiliser dans le cadre de la pandémie Covid-19 et donc de toute infection virale en réalité. Et donc le zinc a toute sa place dans la stratégie, je dirais bien la stratégie de prise en charge, de prévention thérapeutique par rapport au Covid-19 et par rapport aux différentes autres maladies infectieuses. Je pense qu'on va en parler durant cette intervention. Oui, alors justement, on entend parler beaucoup du zinc, mais il y a différentes formes pardon, de zinc. Tu sais nous en dire un peu plus? Alors, les formes de zinc, elles ne sont pas très différentes des formes des autres minéraux et oligo-éléments, puisqu'on a globalement, grosso modo, on a les formes minérales. Pour le zinc, on a la plus connue et la plus répandue, la plus utilisée, même aussi dans l'industrie agroalimentaire.
qui est l'oxyde de zinc. Donc l'oxyde de zinc qui est une forme, bon, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, il n'y a pas beaucoup de données sur la sécurité de l'oxyde de zinc, malgré qu'il est utilisé comme additif alimentaire et aussi additif dans les compléments alimentaires et dans certains médicaments. Donc la problématique principale et prépondérante par rapport à l'oxyde de zinc, c'est que il contient une certaine proportion de nanoparticules. Donc, ça le range un petit peu dans la case des substances nanoparticules qui a été déjà légiférée par l'EFSA et aussi par l'Agence de sécurité du médicament et des aliments en France aussi. Donc, on le range dans cette catégorie avec le dioxyde de titane, le dioxyde de silicium, l'oxyde de fer, l'oxyde d'argent, etc. Donc, c'est un additif alimentaire qui est autorisé avec certains critères et certaines conditions, mais dont on sait très peu sur la sécurité liée à l'oxyde de zinc. Après, on a donc les formes organiques ou donc les formes organiques ou non minérales. On a ici deux grandes familles, donc ça s'applique pour tous les autres minéraux et oligo-éléments aussi. Donc on a donc les formes qui sont liées à des acides carboxyliques, notamment l'acétate, le gluconate, aussi le lactate, le citrate. Donc toutes ces formes-là, on les retrouve dans le marché par rapport au zinc. Et puis on retrouve aussi des formes un peu plus développées par rapport à la biodisponibilité, mais aussi par rapport à la métabolisation, qui sont les formes qu'on appelle aminocomplexées, notamment dans le cadre du zinc, le bisglycinate du zinc. Donc la meilleure forme de zinc, c'est le bisglycinate de zinc. Maintenant, à savoir que certaines personnes pourraient ne pas tolérer le bisglycinate, pas uniquement le bisglycinate de zinc, mais le bisglycinate en lui-même. Et c'est dû en réalité à soit à des mutations génétiques, soit tout simplement à la vitesse des enzymes, ou plutôt pas la vitesse des enzymes, mais plutôt la vitesse de synthèse des transporteurs qu'on a dans l'intestin. Et si on a assez de transporteurs, à ce moment-là, on peut tolérer une quantité plus importante de bisglycinate, notamment de bisglycinate de zinc. Et assez de transporteurs et de récepteurs dans l'intestin, dans la barrière intestinale par rapport lié au bisglycinate, à ce moment-là, on va avoir des troubles gastro-intestinaux. Et c'est pour ça qu'on peut observer parfois, quand on prend du bisglycinate de zinc, des intolérances. Les intolérances, c'est tout simplement une accélération du transit ou des douleurs au niveau intestinal ou d'autres symptômes de l'intolérance au bisglycinate de zinc. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste de diminuer le dosage, en fait. Donc, on divise par 2. Si ça ne suffit pas, on divise par 4 et ainsi de suite. Donc, jusqu'à tomber sur des dosages qui est adapté physiologiquement à cette personne-là. Mais ça ne pose aucun problème par rapport à la prise, donc ça n'a pas d'effet indésirable, bien entendu, en respectant le maximum ou la limite maximale tolérable, qu'on appelle le dosage maximal tolérable du zinc, qui a été donc déterminé par l'EFSA et par la FDA et aussi par le ministère de la Santé canadien, qui est en général autour de 40 mg. Mais moi, ce que je recommande en général, soit dans mes formations ou globalement par rapport aux patients qui me consultent, c'est 20 mg, pas plus de 20 mg par jour, parce que on a des disparités dans les différentes études qu'on a. On a par exemple des études qui vont recommander jusqu'à 80 mg de zinc par jour par rapport à la dégénérescence maculaire, par exemple. Et on a d'autres études qui montrent qu'à 25 ou 30 mg par jour de zinc, sur le long terme, on a une augmentation du risque du cancer de la prostate ou d'hypertrophie bénigne de la prostate. Et donc le mieux, donc la dose sécuritaire pour tout le monde, c'est de 20 mg. Après, bien entendu, il faudra consulter son médecin, il faudra consulter son thérapeute formé en nutrithérapie pour pouvoir voir aussi ce qu'il y a autour, etc. Donc il ne faut pas
il faut pas prendre du zinc directement parce qu'on a telle infection ou telle chose. Il faut aussi une prise de sang et tout le reste. Est-ce que, puisque tu nous parles justement des dosages, est-ce qu'il y a un moment dans la journée qui est préférable pour le prendre, au petit déjeuner, au repas du soir, entre les repas, estomac vide? Alors, pas forcément. Bon, pour le bisglycinate de zinc, le mieux, c'est de le prendre autour des repas. Maintenant, sinon, s'il s'agit d'une autre forme organique, comme le citrate ou le gluconate, donc on peut prendre à n'importe quel moment de la journée. Maintenant, en faisant, bien sûr, attention à si on a une prise médicamenteuse, par exemple, surtout des antibiotiques ou d'autres médicaments. Donc, ça, c'est vraiment votre médecin qui pourrait vous renseigner là-dessus. Donc, il faut prendre, donc la prise de zinc doit être décalée au moins de 2 heures avant ou après la prise médicamenteuse. Qu'est-ce qui pourrait arriver ou quels sont ce qu'on pourrait rencontrer pour quelqu'un qui serait en manque de zinc? Alors, le manque de zinc, les symptômes de manque de zinc sont très variés, mais ils ne sont pas très différents de ce qu'on a déjà évoqué par rapport aux fonctions du zinc. Donc, le zinc intervient dans l'immunité, donc ça sera plutôt, donc par rapport à cela, ça sera plutôt des symptômes qui ont rapport avec des infections à répétition, des angines à répétition, de l'herpès labial, plutôt des infections d'origine virale, etc. Puis on a aussi des problèmes aussi de croissance. Donc, chez les enfants, on a un retard de croissance. Si on a une carence avérée qui dure sur le long terme, on a aussi des troubles cognitifs comme le burn-out ou prédisposition au burn-out ou apathie, dépression, troubles bipolaires, etc. Des troubles de la sensibilité aussi comme des troubles du goût, de l'odorat, une baisse de la fertilité, très grande quantité de zinc. C'est l'organe qui renferme la plus grosse partie ou la plus grosse réserve de zinc du corps. On a aussi la thyroïde aussi, les hormones thyroïdiennes qui pourraient être inefficaces malgré une production assez suffisante, mais on n'a pas assez de T3 parce qu'elle n'est pas convertie de la T4 au niveau du foie. Donc ça aussi, ça pourrait être une possibilité. Aussi des troubles dans les enzymes du foie aussi, ALAT, ASAT, etc. Et puis aussi une baisse ou une diminution de la qualité des cheveux, de la peau, etc. Donc on a, disons, des symptômes qu'on pourrait vraiment déterminer et dire, OK, s'il y a cette combinaison de symptômes, on pourrait penser à une carence en zinc, mais en même temps, c'est très varié et c'est très complexe. Donc, faut voir un thérapeute ou un médecin qui est formé à ça et qui pourrait déterminer, dire, OK, là, il faut faire un dosage de zinc et même dans le dosage de zinc, il y a plusieurs types de doser le zinc. Il y a plusieurs types d'analyses de zinc, comme par exemple le zinc plasmatique, érythrocytaire, urinaire, au niveau du sperme aussi. Donc, tout dépend des cas et de la condition du patient. Et à contrario, justement, par rapport au manque, l'excès de zinc pourrait amener quoi comme symptôme? Alors, l'excès de zinc, ça pourrait commencer par rapport aux troubles gastro-intestinaux déjà. Ça pourrait augmenter le risque de cancer, notamment cancer du côlon, cancer de la prostate. Ça pourrait, certains cancers uniquement, hein, pas les cancers en général, parce que donc, la prostate et le côlon et surtout aussi l'intestin on a un risque très élevé par rapport à ces organes d'avoir un cancer parce que ce sont des organes qui accumulent et qui utilisent le zinc en très grande quantité, contrairement à d'autres organes où on a des mécanismes de protection. On peut aussi avoir aussi les mêmes symptômes qu'en cas de carence, dans le cas par exemple de troubles de l'odorat ou du goût aussi. Donc c'est très variable. On peut aussi
avoir aussi une intoxication au niveau du foie. Donc, ça peut être le cas. Aussi des lésions rénales. Donc c'est assez variable comme. Mais si on se restreint à la limite qui est déjà fixée par soit enfin, par l'EFSA ou d'autres organismes ou agences internationales, donc qui est de 40 mg, il n'y a aucun risque d'excès en zinc. Et encore, le mieux, c'est de rester sur à peu près 20 mg de zinc par jour. Donc 20 mg, je parle en apport alimentaire et en supplément, donc la totalité. Maintenant, si la personne présente une carence en zinc, c'est clair qu'il doit enrichir son alimentation en aliments riches en zinc, notamment des produits d'origine animale surtout, mais aussi des légumineuses, des céréales, des graines, et aussi avoir un supplément de zinc, tout simplement, jusqu'à ce que la carence soit comblée. Dans ces cas-là, on travaille plutôt, en tant que thérapeute, on va travailler plutôt en cure ou on va travailler suivant la bio. Une fois que la carence est comblée, est-ce qu'on peut s'arrêter ou est-ce qu'il faut malgré tout continuer? Alors, le mieux, c'est que ça soit une cure d'un mois, 4-5 semaines maximum. On refait un dosage, on regarde comment que ça s'améliore déjà, parce qu'il y a aussi des mutations génétiques au niveau des transporteurs de zinc. Il y a des maladies qui sont assez connues, qui sont assez rares, mais ça existe, des transporteurs du zinc au niveau de l'intestin qui font que donc, ces mutations-là vont faire que le zinc est très mal absorbé. Et donc déjà, avant cela, donc il faut doser, donc voir doser le zinc. Quand on le retrouve en carence, à ce moment-là, il faudra supplémenter sur des cures, des fenêtres d'un mois. Et on teste déjà le premier mois, c'est donc la deuxième prise de sang, elle est très importante parce qu'elle va déterminer qu'est-ce que votre protocole a donné par rapport à l'état du patient. Et puis ensuite, on adapte le protocole en fonction des analyses jusqu'à ce qu'on a un taux de zinc, surtout plasmatique et érythrocytaire, qui est normal. À ce moment-là, on peut arrêter la supplémentation et continuer avec une alimentation riche en zinc. Ok, merci. Dans les dernières questions, comme d'habitude, quelles sont les contre-indications et les dangers ou éventuellement des interactions médicamenteuses? Alors, les interactions médicamenteuses, on en a plusieurs. On a aussi, par exemple, des antibiotiques de type tétracycline ou des antiacides. Alors, il y a aussi la prise aussi de fer aussi, parce que le fer, dans son absorption intestinale, rentre en compétition avec le zinc. Donc, ce n'est pas une contre-indication, mais il faudra espacer les prises. Donc, par rapport aux médicaments, il faut également espacer les prises d'au moins 2 à 3 heures entre la prise du zinc et de médicaments. Et par rapport aux contre-indications, maintenant, on a des polémiques par rapport à la prise de zinc en cas de risque élevé de cancer ou en cas de cancer avéré ou aussi en cas de pathologie ou d'infection bactérienne. Donc là, c'est extrêmement important de détailler ça puisqu'il y a des idées fausses qui circulent. Et donc là, on va commencer par l'infection bactérienne. Est-ce que l'infection bactérienne pourrait être aggravée par un apport supplémentaire en zinc? Alors là, on a deux cas. Donc, le premier cas, c'est que le patient a une infection bactérienne et il a en même temps une carence en zinc. Donc là, il n'y a rien à discuter. C'est directement enrichir l'alimentation en zinc, supplémenter en zinc jusqu'à ce qu'on a un zinc au niveau sanguin, une prise de sang qui est tout à fait normale. Là, il n'y a aucun débat là-dessus. Maintenant, dans le cas où on a une pathologie bactérienne et qu'en même temps, la personne, elle a un zinc qui est tout à fait normal, dans la norme. On fait une prise de sang, le zinc est normal, la personne a une pathologie bactérienne. Est-ce qu'on pourrait supplémenter en zinc? Alors ici, il faut bien comprendre qu'on ne donne pas du zinc pour traiter la pathologie bactérienne, bien entendu, mais est-ce que le zinc pourrait faire partie de la stratégie thérapeutique? Et là, on a deux
deux courants, en quelque sorte, dans les études elles-mêmes, hein, je parle. Hein. Le courant, donc la convergence des résultats des différentes études qui existent, il est comme suite. On a plus de 95% des études, que ce soit des études chez l'humain ou chez l'animal ou des études in vitro, qui montrent indéniablement que quand on supplémente en zinc, même lorsqu'on n'a pas de carence, là je ne parle pas de cas où on a un excès de zinc, je parle de cas où on a un zinc qui est normal. Quand on supplémente en zinc ou qu'on enrichit l'alimentation en zinc, on a une meilleure adaptation ou adaptabilité ou réponse immunitaire par rapport à l'infection bactérienne. Et l'infection bactérienne, elle est éliminée plus rapidement par le système immunitaire. Alors pourquoi? Malgré qu'on sait qu'on a des bactéries qui utilisent justement le zinc, soit au niveau des enzymes qui vont transcrire et traduire, donc transcrire l'ADN et traduire l'ARN, soit comme l'ARN polymérase, l'ADN polymérase et autres, soit par rapport à d'autres enzymes aussi qu'on appelle les enzymes à pas de doigt aussi, qui rentrent aussi dans la croissance et la multiplication de ces bactéries. Et donc, pourquoi le zinc ne servirait pas, c'est ça la question de fond en fait qui est posée, pourquoi le zinc ne servirait pas donc à nourrir la bactérie que à nourrir les cellules du système immunitaire, notamment les macrophages. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on regarde d'autres types d'études, on a des études qui sont faites sur l'interaction entre le macrophage et la bactérie. Et là, on apprend que le macrophage a des mécanismes de privation de zinc et de fer des bactéries. C'est-à-dire que le macrophage va intervenir pour faire en sorte que la bactérie n'ait pas la quantité suffisante de zinc qu'il lui faut. Et donc, il va détruire la bactérie par privation de zinc. Sauf que le macrophage, donc la phagocytose ou d'autres fonctions du macrophage fonctionnent intrinsèquement, donc son fonctionnement est intrinsèquement lié au zinc, à l'apport de zinc. Donc, le zinc, quand on le donne, même dans le cas de pathologie, donc pathologie virale, ça c'est avéré, mais même dans le cas de pathologie bactérienne, il va servir à renforcer le système immunitaire et donc le problème qu'on a, ou plutôt le problème hypothétique qu'on pourrait avoir du fait que le zinc pourrait nourrir les bactéries ou pourrait être utilisé par les bactéries, c'est complètement faux parce que les macrophages et les autres cellules du système immunitaire ont, notamment les polynucléaires neutrophiles aussi, ont des mécanismes qui permettent d'inhiber ou de réduire l'utilisation des bactéries par rapport au zinc. Maintenant, ça, c'est une première chose. Donc, il n'y a aucun souci par rapport aux pathologies bactériennes, pas de souci. Donc, les seules études, donc les 5% qui restent là, qui disent que le zinc pourrait aggraver donc l'infection bactérienne, ce sont des études in vitro où on met des bactéries et on leur donne du zinc. Et on observe leur taux de prolifération et le fait que est-ce que leur prolifération augmente, diminue, comment qu'elle se comporte, etc. Donc là, c'est clair. Si vous mettez que des bactéries et que vous donnez du zinc, c'est clair que la bactérie va utiliser ce zinc pour proliférer, pour croître, etc. Mais si vous mettez des macrophages avec, c'est fini. Donc, les macrophages vont pomper tout le zinc, ils vont l'utiliser contre la bactérie. Ils vont priver les bactéries de zinc. Maintenant, pour l'autre cas, qui est en cas de malignité ou de cancer, ou même de pré-cancer ou de risque élevé de cancer, là, les avis sont plus ou moins mitigés. Donc, on a l'exemple typique qui a été le plus étudié par rapport au zinc, qui est le cancer de la prostate. Et donc, comme je l'ai déjà expliqué, la cellule prostatique, surtout les cellules prostatiques périphériques, ont des quantités de 10 à 20 fois plus supérieures aux autres cellules en termes de zinc. Donc, les concentrations de zinc sont extrêmement importantes dans la cellule prostatique périphérique. Et donc, ça permet en réalité, puisque le zinc est un inhibiteur du cycle de Krebs, donc ça permet
d'inhiber le cycle de Krebs et d'avoir plus de citrate, parce que l'inhibition du cycle de Krebs se fait dans sa toute première réaction, et donc le cycle de Krebs, au lieu de produire de l'énergie, donc des électrons pour produire de l'énergie, il va produire du citrate, et ce citrate va aller dans le liquide prostatique pour être ajouté au sperme. C'est pour ça que le sperme est très riche en citrate. Donc ça, c'est la fonction normale du zinc dans une cellule prostatique. Donc une cellule prostatique normale accumule 10 à 20 fois plus de zinc que toutes les autres cellules. Et c'est tout à fait normal et physiologique. Maintenant, par rapport à la problématique du cancer de la prostate, c'est justement lorsque la cellule prostatique commence à perdre cette capacité ou ce pouvoir à concentrer le zinc à l'intérieur de cellules prostatiques périphériques, à ce moment-là, un processus cancéreux commence. C'est que la cellule prostatique n'est plus une cellule normale parce qu'elle commence à perdre son zinc ou elle commence à diminuer sa capacité à concentrer le zinc à l'intérieur. Et donc ici, on pourrait penser qu'en donnant du zinc, on pourrait renverser le processus cancéreux, ce qui est complètement faux. Le fait de donner du zinc ne sert absolument à rien parce que le problème, ce n'est pas le zinc dans la cellule prostatique, c'est le mécanisme qui fait que le zinc se concentre à l'intérieur de la cellule prostatique, c'est-à-dire le mécanisme des pompes, des transporteurs, des récepteurs, etc. Donc, quand ce mécanisme est altéré, il va y avoir fuite du zinc de la cellule prostatique et donc le cycle de Krebs commence à tourner et donc la cellule prostatique commence à devenir une cellule cancéreuse. Donc ça, c'est par rapport à la physiopathologie qui est la plus connue, la plus étudiée, ou sur laquelle on a beaucoup d'études là-dessus. On a d'autres cas où donc l'excès de zinc pourrait produire justement un cancer ou favoriser, en tout cas, augmenter le risque de ce contraire. Dans le cas, par exemple, de cancer du côlon, par exemple, ou des poumons. Donc, c'est très, très mitigé. Mais on a aussi des cas où une bonne partie des études, 40 à 45% des études, qui montrent que le fait de supplémenter en zinc dans les cas de cancer, dans certains cas de cancer, et là, je ne vais pas dire les types de cancer directement parce qu'on est sur une vidéo publique et que, bon, on pourrait faire un mauvais usage de cela. Donc, on a certains types de zinc, certains types de cancers qui pourraient donc être pas guéris, mais où le zinc pourrait faire partie de la stratégie thérapeutique, où il pourrait aider à améliorer la fonction métabolique de cette cellule cancéreuse. Donc la question, est-ce qu'on donne du zinc pour un cancéreux ou également pour quelqu'un qui a un risque élevé de cancer? Dans l'absolu, globalement, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, non. Mais pour un médecin, pour un thérapeute, pour un nutrithérapeute, quelqu'un qui s'y connaît, on a certains types où on peut donner, et ça donne de bons résultats, bien sûr, en combinaison avec les traitements classiques, etc. Et d'autres types où on ne doit pas donner. Complexe. Mais pour la pathologie bactérienne, on donne du zinc, soit en carence ou pas carence, pas de souci. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus et ça aide et il faut donner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait publié sur le site de la SOFNA par rapport aux recommandations du Covid. Donc, le zinc qu'on avait recommandé soit en préventif, soit en cas d'infection, ce n'est pas pour traiter le Covid, pas uniquement en tout cas, mais aussi par rapport aux infections bactériennes associées qui pourraient survenir, ce qui est tout à fait normal dans le cas d'une pathologie virale. Merci pour toutes ces précisions. Tu nous parles souvent d'études, justement, et un des sujets qu'on devra réaliser ou qu'on va réaliser très rapidement, et je t'annonce la surprise, je me dis pourquoi ne pas le faire la semaine prochaine, tu vas comprendre pourquoi, c'est de parler justement des différents types d'études. Alors,
pourquoi en parler la semaine prochaine? Parce qu'on avait prévu un autre sujet, mais puisqu'on va parler de justement ce qui fait débat, comme tu le fais là avec le zinc, comme on pourra le faire bientôt avec la vitamine D, à prendre chaque jour, chaque semaine. Et ça fait vraiment débat, mais je pense que c'est important de comprendre la signification, ce qu'est une étude et comment est-ce qu'on peut la lire et comment est-ce on doit ou on peut l'interpréter en fonction des différents types d'études, pardon. Donc voilà. J'ai une question de Fabienne. Bien sûr, je salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Une question de Fabienne qui me dit quel est le taux santé du zinc? Là, le taux sanguin, je pense, la prise de Oui, sang, parce qu'il y a oui, c'est ça. le Oui. taux plasmatique, en général, c'est connu en fonction des laboratoires, il y a des petites fluctuations, mais en général, c'est entre 9 et 22 micromoles par litre. 9 à 22, ça c'est le taux plasmatique. Maintenant, pour le taux érythrocytaire, c'est complètement différent. On est autour de 150 à 230 à peu près micromoles par litre. Et puis pour le taux urinaire, on est aussi à des taux différents aussi. On est de 5 à 9 micromoles par litre. Donc c'est un petit peu différent. Et puis on a aussi le taux au niveau du sperme aussi, qui est aussi mesuré, qui devrait être très très élevé par rapport à ces taux que je viens de donner, qui est en général de 1,2 jusqu'à 3,2 en général, mais cette fois pas micromol, mais millimol par litre. Okay. Donc ça se compte à peu près en 1000 fois plus, puisque tout simplement, comme je l'ai déjà dit, la cellule prostatique contient des quantités extrêmement importantes de zinc. Ok, ben merci pour toutes ces précisions. Bon, je vous le dis, n'hésitez pas si vous appréciez à liker, à partager. Euh, j'ai entendu dire un jour quelqu'un qui me disait, mon patron, je pense, qui me disait que le savoir se partage, donc n'hésitez pas à partager. Donc la semaine prochaine, si c'est OK pour toi, on parle des différents types d'études. Parfait. OK, C'est un eh bien, excellent sujet. eh bien voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à lundi. Au revoir à tous.